Oui, allez-y. Très bien. دي ما يشوف لنا كاش نعم bon تمام بسم الله الرحمن الرحيم. Chers confrères, chers consoeurs, مرحبا بكم. On s'excuse bon, pour le retard dû à un problème technique qui vient d'être réglé. Merci pour votre patience surtout, ici présent et les confrères et consoeurs à travers les différentes wilayas du pays. Donc, à la suite de la formation initiée par le ministère de la Santé pour les personnels de santé scolaire et santé bucco-dentaire en milieu scolaire. Donc, aujourd'hui, c'est la deuxième journée de formation pour les bucco-dentaires. Elle sera animée par Dr Anaït Kassi, spécialiste, Anaït Achour, pardon, spécialiste en orthodontie ici à Alger, à Bouchnafa. Et نرحبوا بها ونرحب بكم كامل. Et j'espère que vous serez très satisfaits, je n'en doute pas d'ailleurs, de la présentation et des différentes connaissances que nous allons acquérir, Inch'Allah. Donc le thème, c'est le dépistage précoce des anomalies orthodontiques. Et je vous remercie pour votre attention et surtout pour votre patience. Merci beaucoup. Merci. Je vous prie de... Je passe la parole à Dr. Netachour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir le dépistage précoce des anomalies orthodontiques. L'objectif du dépistage précoce. La prévention, tout d'abord la prévention des anomalies orthodontiques avant leur installation. L'introduction, les anomalies orthodontiques peuvent être dépistées à un jeune âge chez les petits patients. Le dépistage précoce des anomalies orthodontiques
permet un diagnostic précoce afin d'intercepter et de prévenir l'installation d'une part et d'éviter l'aggravation d'autre part de certaines anomalies orthodontiques. Les traitements orthodontiques précoces offrent des avantages certains, notamment de rétablir une croissance crânio-faciale harmonieuse, l'utilisation de moyens simples pour traiter une anomalie de faible ampleur. Nous allons passer maintenant aux objectifs de dépistage précoce. Tout d'abord, la prévention des anomalies orthodontiques avant leur installation. Deuxièmement, intercepter et d'éviter l'aggravation de l'anomalie chez le jeune patient. Permet de libérer les fonctions orofaciales, de permettre un développement harmonieux des maxillaires et permettre une occlusion stable et durable dans le temps. Nous allons passer maintenant au diagnostic précoce des troubles fonctionnels. Donc, il faut savoir aussi qu'on a trois notions. Il y a la fonction, la parafonction et la dysfonction. Donc, la fonction, comme nous voyons sur cette image, la sphère orofaciale est siège de différentes fonctions, certaines qui sont des fonctions vitales et d'autres qui ne le sont pas. Donc, les fonctions vitales que nous connaissons, c'est-à-dire la ventilation, la déglutition, la dysfonction et les muscles, la musculature. Donc, les fonctions vitales, c'est des fonctions qui peuvent avoir des troubles. Donc, les troubles des fonctions orofaciaux constituent un verrou fonctionnel, comme la ventilation orale, la déglutition atypique ou le dysfonctionnement musculaire. Le verrou fonctionnel peut compromettre la croissance harmonieuse des arcades et de la face, comme nous pourrons le voir avec la fonction respiratoire. Dans l'examen clinique, nous verrons l'absence d'obstacle nasal. Nous avons le test du miroir, le test du réflexe narinaire pour détecter est-ce que notre jeune patient, a une ventilation correcte, c'est-à-dire elle est nasale libre, ou bien la fonction respiratoire est sujette à une dysfonction. Donc le patient généralement il respire par la bouche. Donc cette voie peut entraîner des anomalies au niveau maxillaire, donc créer des anomalies orthodontiques avec le temps. Alors ici sur cette image, nous pouvons voir le test du miroir pour voir est-ce que les narines sont déficientes ou bien asymétriques, où il n'y a pas le passage d'un flux d'air correctement. Sur la photo qui est tout à fait à votre droite, nous voyons le test narinaire, c'est-à-dire qu'on demande au patient de fermer la bouche. On va on va serrer, on va pincer les narines pendant quelques secondes. Le patient est donc en apnée et dès qu'on relâche les narines, on va voir si le patient respire directement par le nez, c'est-à-dire les ailes narinaires qui vont se dilater, ou bien il va avoir recours à l'ouverture buccale pour permettre le passage de l'air.
Donc ici, si on voit si notre patient a un trouble respiratoire, un avis ORL est nécessaire. Donc c'est la spécialité des otorhinolaryngologistes qui vont, euh, faire le traitement adéquat au patient. Nous allons passer maintenant à la deuxième fonction vitale. Donc c'est la déglutition. Nous avons deux types de déglutition. La déglutition primaire, ou dite déglutition infantile. Elle est entre 0 dès la naissance jusqu'à 4 ans. Elle s'effectue avec des arcades dentaires séparées et une interposition de la langue. Si la déglutition primaire persiste au-delà de 4 ans, elle est considérée comme atypique. Ici, on doit retenir que avant 4 ans, même si l'enfant ne serre pas les arcades pendant la déglutition, il y a une propulsion linguale entre les arcades, on va la considérer comme physiologique. Au-delà de 4 ans, il faut noter, il faut repérer les déglutitions atypiques pour après les corriger. Au-delà de 4 ans, on a la déglutition adulte. Elle s'effectue avec des arcades dentaires serrées et la langue au niveau de la papille rétro-incisive, les muscles de la houppe du menton détendus. La troisième fonction qui est la phonation, nous allons noter la prononciation de certaines consonnes telles que le D, le T, le L, le S et le Z. Examiner la mobilité de la langue et du frein lingual. La plupart de ces troubles sont associés à des anomalies des praxies de la déglutition et qu'ils ne produisent aucun défaut audible d'articulation. Nous parlons ici de l'articulation des sons, alors qu'ils sont nocifs pour le système dentaire. Il y a deux écoles. Il y a certains qui disent que la phonation défaillante n'entraîne pas d'anomalie orthodontique, mais il y a une autre école aussi qui dit que la phonation qui est défaillante, il faut la corriger parce qu'avec le temps, on aura des malformations orthodontiques qui vont se former. Nous allons passer à la mastication. Selon la position de l'aliment entre les arcades, on distingue 3 modes de mastication. On a la mastication unilatérale alternée. C'est la plus fréquente et la plus physiologique. L'aliment est écrasé d'un seul côté travaillant, mais avec une alternance plus ou moins régulière selon les cycles. On a aussi la mastication unilatérale stricte ou dominante. Le côté travaillant est presque toujours le même. Et enfin, la mastication bilatérale. L'aliment est écrasé simultanément des deux côtés. En clinique, en général, on demande au patient, on lui demande directement, on lui pose une question, de quel côté il mastique le plus, ou bien on va lui donner un aliment ou un chewing-gum qu'il va essayer de mastiquer comme il a l'habitude, et on va remarquer de quel côté il mastique le plus. Alors, quand il va essayer de mastiquer, on va faire l'évaluation des bandes fonctionnelles masticateurs de Planas, ou les AFMP. C'est l'enregistrement dans le plan frontal de la trajectoire décrite par le point interincisif inférieur lors des déplacements en latéralité à droite puis à gauche, depuis la position d'occlusion intermaxillaire jusqu'au bout à bout. Ces deux trajectoires, droite et gauche, déterminent avec la ligne horizontale de référence deux angles appelés les AFMP, droite et gauche. Nous allons voir ici un schéma qui résume ce que nous avons vu dans la définition des AFMP. Donc, cliniquement, on a une photo intrabuccale avec un plan horizontal
Et dès que le patient commence le cycle de mastication, on va avoir deux angles qui vont se former. C'est ces angles-là, internes. Donc, ces angles, l'amplitude change selon l'âge, mais en général, ils sont symétriques. Lorsque les deux angles sont égaux, on parle de mastication unilatérale alternée. La présence d'angles de droite et gauche inégaux, on va dire que le patient aura tendance à mastiquer du côté à l'angle fonctionnel et le plus petit. Donc la mastication sera donc pathologique dans ce dernier cas. On va voir aussi la mastication pathologique, quelles sont ses répercussions sur la mandibule et le maxillaire. Comme on le voit ici sur ce schéma, donc la mandibule à gauche et le maxillaire à droite. On aura des signes que le patient mastique d'un côté plus que de l'autre. On va remarquer, alors du côté masticant, on va commencer par le côté masticant où le patient préfère manger le plus, mastiquer. Donc, on aura une hémimandibule plus courte, ici, là, comme vous le voyez. Donc, l'hémimandibule, elle est plus courte. Un corps mandibulaire qui est plus haut. Un condyle plus volumineux. Une déviation du point interincisif mandibulaire vers le côté masticant. Un développement marqué du côté maxillaire, on va s'apercevoir que le développement marqué du maxillaire, du côté masticant, ce développement induit une déviation de la médiane maxillaire vers le côté contralatéral. Donc, une occlusion de classe 2 de l'autre côté. Donc, on a une occlusion de classe 2 du côté masticant et on aura une classe 1 du côté non masticant. Du côté opposé, justement, on va parler du côté où le patient ne mange pas le plus, ne mastique pas. Alors, on aura au niveau de la mandibule un allongement de l'hémimandibule, un condyle plus allongé et une occlusion de classe 1, pardon. Donc, nous allons vu la mastication pathologique et ses répercussions au niveau maxillaire et mandibulaire. Une mastication qui est pathologique donnera avec le temps des asymétries et une occlusion pathologique. Nous allons parler maintenant de l'environnement musculaire. L'environnement musculaire, qu'il soit en fonction ou au repos, agit continuellement sur les arcades dentaires. Les arcades dentaires évoluent au milieu d'un environnement musculaire. Les dents et les processus alvéolaires se situent dans une zone labio-jugo-linguale où les forces musculaires s'équilibrent. Il y a des forces centripètes et des forces centrifuges. Donc de l'intérieur, nous avons la langue, qui est un muscle qui est assez puissant, puisqu'il est formé de 17 muscles, qui pousse vers l'extérieur. Et on a des forces centripètes, donc au niveau du buccinateur, des orbiculaires des lèvres, et les muscles de la joue en général, et des lèvres, et de la houppe du menton. Alors, c'est le couloir de Château, ou la zone 0 de Danguy, le couloir musculaire de Coépée. Donc, chaque auteur, il a nommé ou il a donné une définition ces forces qui agissent au niveau des arcades. Une anomalie de position de la lèvre ou de la langue aura des répercussions sur les arcades dentaires. Donc, par exemple, une lèvre inférieure interposée entre les incisives donnera un surplomb incisif, donc un overjet. Donc une classe 2, on va aller vers une classe 2, une proalvéolie. Un deuxième exemple, pour la langue trop antérieure, on aura une proalvéolie supérieure ou inférieure ou une béance antérieure, selon la position où l'enfant
où le jeune patient interpose sa langue. L'existence d'une macroglossie ou d'une microglossie aura des répercussions sur l'agencement des arcades, tout comme l'incompétence labiale due à des lèvres courtes ou hypotoniques. Donc la tonicité musculaire a un rôle important. La position linguale ou l'interposition des lèvres entre les arcades aura aussi des répercussions sur le développement orthodontique. Nous allons passer maintenant au diagnostic précoce des anomalies squelettiques. Donc, comment les repérer cliniquement chez un jeune patient qui vient en consultation? Tout d'abord, on a les classes 2 squelettiques. Les classes 2 squelettiques ce sont les plus fréquentes dans la population orthodontique. Elles sont caractérisées par une classe de molaire et canine. La responsabilité peut être maxillaire, promaxillie, on parle de promaxillie, ou mandibulaire, on parle dans ce cas-là d'une rétromandibulie. Ou bien elle peut être mixte, maxillaire et mandibulaire. Dans les classifications des classes 2, nous avons deux sous-divisions. La classe 2, subdivision 1, ce sont les malocclusions sagittales les plus fréquentes. Les fonctions perturbées sont la respiration, donc une respiration buccale, la déglutition, généralement avec pulsion linguale, au niveau des incisives. Préjudice esthétique variable selon la forme clinique, donc selon le décalage qu'on peut avoir cliniquement, il peut être très petit, comme ça peut être un overjet très grand. Et le préjudice esthétique, c'est parmi les motifs de consultation les plus fréquents. Donc, on pourra voir au niveau clinique position des lèvres. On va remarquer que la scission de la lèvre inférieure est souvent associée avec une rétrusion du menton. La projection des incisives maxillaires les expose au traumatisme et aux fractures incisives. La deuxième subdivision de la classe 2, c'est la classe 2 subdivision 2. Elle est relativement peu fréquente. C'est une véritable entité clinique. La mandibule est en rétroposition et des incisives supérieures palato-versées et un recouvrement incisif excessif. La musculature, elle est hypertonique et l'esthétique faciale n'est pas perturbée. Le risque parodontal est important. Par rapport à ce qu'on a vu dans les classes de subdivision 1, le risque, c'est la fracture, le risque le plus fréquent, c'est les fractures des incisives antérieures, souvent sujettes au traumatisme. Et au niveau des classes de subdivision 2, c'est le traumatisme parodontal qui est causé par la supracclusion, donc le bord libre des incisives inférieures touche le palais, donc derrière les incisives supérieures, ce qui crée des risques parodontales avec le temps. Peut-être à l'origine d'un dysfonctionnement, cette hypertonie musculaire avec la supracclusion peut provoquer des dysfonctionnements temporomandibulaires. Donc, nous allons passer aux classes 3 squelettiques. Les classes 3 squelettiques sont caractérisées cliniquement par une classe 3 molaire et canine, souvent avec des articulés inversés antérieurs, au bout à bout incisifs. Une responsabilité maxillaire, rétromaxillie ou mandibulaire, on parle de promandibulie. Le préjudice esthétique est souvent sévère. Donc, pour la prévention et l'interception des classes 3 squelettiques, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil aux parents ou bien pour les jeunes patients pour ne pas aggraver ou entraîner l'apparition des classes 3? Tout d'abord, éviter la position ventrale lors du sommeil.
Surveillance des voies aériennes supérieures, c'est-à-dire la respiration, si elle se fait correctement dès le plus jeune âge. L'allaitement au sein et alimentation non mixée dès l'installation de la denture temporaire pour entraîner justement la musculature à un développement correct et serein pour avoir plus tard des arcades qui sont en bonne position. Corriger la position basse de la langue et rééducation de sa position au repos et en fonction. Là, la position basse de la langue, c'est surtout le frein lingual inférieur, le frein lingual. Donc, on surveille est-ce qu'il n'est pas à insertion basse. Donc, il faut corriger dès le plus jeune âge. Il ne faut pas attendre que ça évolue vers une classe 3 squelettique. Rétablir une respiration nasale libre. Supprimer les parafonctions, surtout la succion digitale, l'onychophagie ou succion de quelconque objet, correction d'une occlusion incisive inversée. Si on a une inversion de l'occlusion des incisives, il faut la corriger avec des moyens simples avant d'arriver à une classe 3 squelettique. Correction du proglissement mandibulaire, donc élimination de toute interférence occlusale avec dévelage canine temporaire. En général, c'est les canines temporaires qui sont très pointues, donc qui ne sont pas fonctionnelles, qui créent le proglissement mandibulaire. On va passer maintenant aux béances antérieures. On voit souvent chez les jeunes patients en consultation qui sont porteurs de béance, et cette béance, elle a plusieurs étiologies. Donc, il y a les béances fonctionnelles. Elle est due généralement à une parafonction, succion du pouce ou d'un objet. Elle est souvent associée à une dysfonction, respiration buccale en général, à une pulsion linguale antérieure lors des fonctions, donc lors de la déglutition. Elle est associée aussi à une musculature péribuccale défaillante, donc une hypotonie des muscles péribuccaux. Elle est généralement réversible après suppression de la cause. Quand le patient est traité très jeune ou le dépistage a été fait très jeune, le patient sans appareillage, quand on élimine la succion du pouce ou des objets, ou l'origine de cette béance fonctionnelle, la béance elle peut se réduire spontanément. On passe à l'endognathie maxillaire. Donc, elle est caractérisée par un palais ogival, un articulé inversé latéral, uni ou bilatéral. Très souvent, la respiration est mixte à prédominance buccale. Donc là, la respiration, elle a un rôle très important, surtout dans le développement, dans le sens transversal du maxillaire. Enfin, la latérodéviation mandibulaire, elle est caractérisée par une asymétrie faciale. Le plus souvent, elle est due à un contact dentaire prématuré, à la recherche d'une occlusion de convenance. Donc, l'enfant essaye d'avoir le maximum de contact entre les dents supérieures et inférieures, ce qui le pousse à balancer la mandibule à gauche ou à droite pour compenser le déficit, le contact dentaire prématuré. Et de cela, il va créer une latérodéviation ou bien une asymétrie de la mandibule qui peut s'ossifier et devenir une latérognathie mandibulaire avec le temps. Si on n'élimine pas ce qui le dérange ou bien les contacts dentaires prématurés. Elle est souvent associée à d'autres anomalies telles que l'endognathie maxillaire. Cette anomalie tend à s'aggraver avec le temps. S'anatomiser, c'est-à-dire qu'elle va devenir basale, donc la mandibule qui va prendre cette position au niveau basal et au niveau des ATM, des articulations temporomandibulaires, et donner par la suite une latérognathie qui est très difficile à soigner. Voilà, donc pour conclure,
On peut dire que le diagnostic précoce joue un rôle important dans le pronostic de l'anomalie initiale. En effet, dès que le diagnostic sera posé, la prise en charge du jeune patient se fera rapidement, ce qui empêche l'aggravation de l'anomalie et l'utilisation de moyens thérapeutiques moins coûteux et moins contraignants pour le patient et un gain de temps remarquable. Merci pour votre attention. Merci, docteur. On va rester, on va répondre à les questions. Merci, docteur Naïf Achour, pour cette présentation. Donc, je précise que cette présentation elle est dans le sens du diagnostic. Hein. Donc, c'est vraiment pour repérer les parafonctions, les anomalies le plus tôt possible et pouvoir orienter en premier lieu, parce qu'il y a des âges où on ne peut pas rater l'orientation de l'enfant, on ne peut pas passer à côté. Et surtout, on a répertorié les pathologies les plus fréquentes. On n'a pas fait un cours d'ODF pour justement, c'est-à-dire alléger un petit peu le savoir qu'on peut retrouver, hein, on peut se documenter également. Mais là, c'est pour focaliser un petit peu sur les pathologies que nous rencontrons sur le terrain et dont la prise en charge nécessite une prise en charge précoce. Donc, on a essayé un petit peu de regrouper ça dans cette présentation. Donc, on va prendre les questions, donc que ce soit dans la salle ou sur le chat, on est là pour répondre. Je vous remercie. Donc, on va commencer par la salle, bien sûr, pour ceux qui ont des questions, en attendant de récolter les questions sur le... Ouais. Donc, si vous avez des questions, allez-y, pas de problème, n'hésitez pas et profitez de vos questions. Voilà. Donc, en fait, un petit peu, on peut revenir un peu pour résumer, comme ça, peut-être les questions vont venir. Oui, madame. Quelle est la relation entre la position ventrale lors du sommeil et la place squelettique? Alors, je répète la question de madame, c'est quel est le rapport ou la conséquence de que l'enfant dort sur le ventre et la récupération au niveau orthognatique. Voilà. Donc, Alors, pour la position ventrale, quand le patient dort sur son ventre, la mandibule est balancée vers l'avant. Donc, à force de répéter cette position tous les jours, l'enfant, avec la force de... c'est-à-dire que le poids de... Voilà, la gravité, l'attraction de la gravité et le poids de la mandibule est tout le temps balancé vers l'avant. En général, l'enfant même ouvre la bouche pour s'aérer. Donc, on a cette croissance excessive de la mandibule vers l'avant. C'est ça qui crée le saut l'articulé inversé, justement de la classe 3. en fait, il faut penser à un équilibre. À chaque fois, il faut penser qu'on a un enfant, on a un équilibre entre les fonctions, entre l'anatomie elle-même au départ, entre la génétique, la prédisposition de cet enfant et les habitudes, en fait, ce qu'il fait naturellement sans pouvoir y penser. Tout ça a un impact. Donc ça, c'est une théorie hein, de l'ODF. Voilà, c'est la théorie fonctionnelle. Donc, à la répétition, il y a des forces qui se créent. Et ils auront tendance à influencer l'anatomie. Donc, dès qu'il y a, par exemple, pour cet exemple-là, l'enfant va dormir sur son ventre, imaginez la force d'attraction mandibulaire. Il n'y a aucun appui, donc elle va partir en avant. Et il va être amené à respirer. Donc, il va ouvrir, donc ce qui va balancer sa mandibule. Elle va aller carrément en avant avec une orientation antérieure. Donc ça, avec le temps, avec la répétition, avec un terrain, peut-être une hypotonie musculaire, on peut également trouver d'autres pathologies associées, notamment les obstructions nasales et compagnie. Ça peut amener vers une classe 3 squelettique pure, ça veut dire mandibulaire. Voilà, squelettique basale. Voilà. En quel âge on peut déduire que cette anomalie va disparaître après l'élimination de sa l'âge exact pour... Très bien. Alors, la question, c'est à quel âge, en fait, on peut éliminer une cause pour qu'il n'ait pas de conséquences sur... ouais. Alors, dès que l'enfant, déjà, il faut savoir que l'os chez l'enfant, il est mésenchymateux, il n'est pas ossifié à 100%. Donc, il n'est pas anatomisé.
L'anatomisation de l'anomalie, elle se fait généralement vers le pic de croissance. Est-ce que vous connaissez la courbe de Bjork? Là où il y a voilà, l'ossification des os. Les os propres du crâne, ou c'est tout de là, voilà. Donc, dès qu'on dépasse déjà le pic de croissance ou on s'approche du pic de croissance, déjà l'ossification, elle se fait petit à petit. Elle se fait pas d'un coup. Mais dès qu'on détecte chez un enfant qu'il a déjà une dysfonction, une parafonction, il faut l'éliminer. D'une part, ça nous aide à entamer un traitement. Donc, le traitement va être bénéfique, c'est-à-dire l'efficacité sera totale. Et d'autre part aussi, on va éviter que l'anatomisation ou bien c'est l'aggravation de l'anomalie. Donc, quand un enfant à l'âge de 10 ans, presque pour les filles et pour les garçons, on commence à avoir une anatomisation, c'est-à-dire l'ossification commence dès la préadolescence. Et aussi, on a aussi les sutures qui vont se fermer, se synostoser. Donc, de préférence, entamer avant l'âge de préadolescence déjà. Il faut détecter précocement, même à l'âge avant 6 ans, 5 ans, 3 ans, il faut arrêter toute parafonction. Comme la scission du pouce, on a jusqu'à 2 ans maximum. Mais après 2 ans, il faut arrêter toute parafonction. Voilà. Ouais. Sur ce sujet-là, les gens, il faut arrêter. On va partir de ça. Oui, en fait, dans l'assistance, oui, oui. Mais pour arrêter ces parafonctions dans notre entourage, je suis d'accord, on parle à la famille, des voisins, mais au cabinet, on les reçoit. Oui, en fait, je répète parce qu'en fait, on est en visioconférence pour que pouvoir, voilà, que tout le monde profite. Donc, notre collègue nous dit, nous, on reçoit l'enfant à l'âge de 5 ans. C'est le minimum, en fait, hein, donc c'est 5 ans et plus. Et là, généralement, on a un petit peu raté, on va dire, le diagnostic parce que l'enfant ne va pas aller consulter ailleurs. On va le dire, en Algérie, la consultation, elle est presque, la moyenne, c'est vers 9 ans et plus, hein. Donc, on est loin. Mais répondant à cette question, donc on a nos collègues les pédiatres, donc là c'est un rôle vraiment très important pour sensibiliser les parents. On a aussi, en fait c'est culturel, il faudrait, oui, et le travail des PMI également. Donc normalement l'enfant est suivi, hein, il n'est pas, il est suivi dès sa naissance pour la vaccination. À chaque contrôle de vaccinal, on contrôle aussi tout ce qui est croissance de l'enfant, nutrition, on contrôle pas mal de paramètres, en fait, notamment les paramètres bucco-dentaires. Donc on contrôle sa respiration, le frein lingual, normalement c'est à la naissance par exemple. Si on le rate peut-être, c'est quelques mois après. Vous savez que tout s'enchaîne. Par exemple, un bébé que la maman ramène à la PMI, enfin à la naissance déjà, il y a des tests pour le bébé. Disons que le frein lingual il est coupé, il peut récidiver. Bon, il peut, hein, même avec une petite... Oui, le frein lingual peut récidiver. Des fois, la procédure, elle est peut-être mal... voilà, exactement. Donc, on peut le rattraper dans les premiers mois. Et puis, dès qu'on le rattrape, la mise en sein, par exemple, elle est plus facile. Donc, il va... la scission, donc, elle est équilibrée. On va amener l'enfant, en fait, à faire sa rééducation par lui-même. Donc, plus on la commence très tôt, mieux c'est. N'empêche que, parce que là, je rejoins aussi ce que a dit notre collègue, les âges, en fait, à quel moment on doit intervenir. Il n'y a pas d'âge pour éliminer une parafonction ou une anomalie. On commence toujours par éliminer le problème et entamer un traitement, c'est-à-dire en parallèle par la suite. Peu importe l'âge, même un âge très avancé, adulte, après consolidation. S'il y a l'anomalie, le traitement n'est pas aussi efficace, il va récidiver avec le temps, il ne donnera pas beaucoup de résultats. Donc, peu importe l'âge, on est amené à éliminer le problème. Maintenant, par rapport à des pathologies, on a des âges c'est-à-dire plafond entre guillemets pour nous, hein, pour nous praticiens, pour amener le plus à l'enfant. Comme a dit notre collègue, Dr Naït Achour, c'est l'abéance occlusale. Généralement, c'est l'interposition pouce, alors les titines aussi, parce qu'il y en a qui voilà, oui. Donc, avec le temps, même à 6 ans, 7 ans, moi j'ai vu des cas, hein, donc avec la titine, donc elle n'est pas adaptée, hein, je ne parle pas de la physiologie. Donc là, 2 ans,
c'est physiologique, entre guillemets, parce que la mise au sein, c'est jusqu'aux 2 ans. Donc, il peut avoir cette suspicion-là. Mais à partir de 2 ans, il faut l'éliminer le plus tôt possible. Parce qu'après, ça va déséquilibrer tout l'environnement. Pour la classe 3, par exemple, dès qu'on a un saut d'articuleux, j'allais dire un bout à bout carrément sur la denture temporaire. Là, c'est un signe, en fait. Il ne faut pas rater une occlusion temporaire avec un bout à bout où carrément elle va dans une dent inversée, voire une canine qui dérange quelque part. Ça va l'amener à avoir une classe 3, une déviation, ça veut dire le problème y est déjà. Donc, dès cette apparition-là, on peut le rattraper. Et comme elle a dit le cours de la présentation, des fois sans traitement, sans appareillage. Traitement, ça veut dire appareillage. Je parle d'appareillage. Donc, sans porter d'appareillage, un simple meulage sur sa canine qui est un petit peu haute. Ou alors, par exemple, la mastication. S'il mastique d'un côté, on va l'engrammer pour qu'il mastique des 2 côtés. À un âge précoce de 3 ans, 4 ans, ça va éliminer la pathologie gnatique. Donc, l'asymétrie, par exemple, la strophobie, elle peut disparaître d'elle-même. Donc, à 5 ans, on est encore dans le modelage, on est encore dans la fonction. Donc, on a encore ce temps. D'ailleurs, les classes préscolaires première année, ils ont une importance vraiment très importante pour nous, chirurgiens dentistes, et même la 4e année vers le son, parce qu'en fait, il y a denture temporaire, il y a aussi denture définitive, donc l'enfant, il peut ne pas éventuellement présenter des problèmes remarquables, hein, parce que les problèmes existent, mais si on passe à côté, on va avoir une dentition définitive qui va exacerber la pathologie. Donc, des fois, on passe à côté. C'est pour ça que on insiste sur le dépistage en denture temporaire. Donc, en denture temporaire, c'est plutôt les fonctions. Et il faut diagnostiquer les fonctions en premier. Donc, si on arrive à diagnostiquer les problèmes squelettiques, là, ça vient, c'est-à-dire c'est la suite. On est un petit peu, on a raté la première fenêtre, on essaie de se rattraper sur la deuxième. Voilà. Oui. D'articuler inversé unilatéral. De plus en plus, je vois, à chaque fois, Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, oui. Par exemple, avant, c'était que les molaires de lait. Maintenant, jusqu'à les incisives. Vous voyez tout le côté qui est articulé inversé. Allez, les latérales, des fois, la centrale pas trop. Mais c'est ça que je n'ai pas compris. Pourquoi, avec le temps, je vois de plus en plus, je cherche la pathologie, qu'est-ce qu'il y a dans l'environnement, que cette pathologie, la deuxième que je vois fréquemment sur le visage, c'est la supraclisie. Des fois, je vois une supraclisie et des incisives je ne vois pas les Notre collègue, voilà, je vais juste répéter pour l'audience. Donc, notre collègue parle en fait, il y a des pathologies qui sont de plus en plus fréquentes et qu'on rencontre, j'allais dire, quotidiennement. Donc, elle parle de l'articulé inversé unilatéral, donc total, hein, de centrale à molaire unilatéral. Donc, avant, c'était plus une dent, c'est-à-dire 6 ou 7, par exemple, là, les molaires. Et là, ça va carrément sur une aggravation de la pathologie, ce qu'elle pense constater sur le terrain, et aussi l'aggravation de la supraocclusie. Voilà. Est-ce qu'on a des déterminants Alors, pour répondre à votre question, alors pour l'articulé inversé unilatéral, en général, il est accompagné avec un déficit respiratoire. Donc là, il faut toujours orienter vers un otorhinolaryngologiste, un ORL, pour voir est-ce qu'il y a une étiologie au niveau nasal, donc les voies aériennes supérieures. En général, d'ailleurs, dès que j'oriente vers un ORL, je trouve toujours des végétations adénoïdes ou une déviation de la cloison nasale. Donc, l'origine ORL, oui, elle est presque en relation avec, elle est toujours en relation avec peut-être c'est le développement des allergies aussi. Maintenant, dernièrement, on trouve beaucoup d'allergies respiratoires. non traités aussi, parce qu'ils ne sont pas stables, hein. J'insiste aussi, parce que les allergies actuellement, enfin, tout le monde pense avoir une allergie, mais personne ne suit son traitement. Voilà, il faudrait traiter l'allergie, en fait. C'est chronique, mais il faut traiter. Ah oui, l'allergie. C'est aussi en relation avec une mauvaise ventilation. Même au sommeil, il faut demander aux parents s'ils ont un ronflement nocturne ou bien ils mouillent
Oui, il y a un excès de mouvement. Donc, il y a aussi, est-ce qu'il mouille sans oreiller, c'est-à-dire qu'il ouvre trop la bouche. Donc, il faut détecter ces signes-là, surtout chez un enfant qui dort mal. Donc, il aura une journée avec très fatigué, des cernes très marquées. Donc, généralement, il faut orienter sans hésiter. Oui. Oui. Moi, je sais pas ce problème, c'est dans le côté de la vie. Une fois, j'entendais la respiration. Moi, j'ai appris, j'entends jamais une respiration de l'enfant. J'oriente chez le noir. Qu'est-ce qu'il me dit à la maman? Ma, moi, qu'est-ce que je faisais après pour éviter? Je vais chez ma collègue médecin, je lui dis oriente là. Parce que, entre parenthèses, les ORL, ils ont un problème avec les dentistes. Nous, on n'est pas des médecins. On est complémentaires, chacun son pas condamner une profession, mais tous les oui, C'est un problème. Ils ne sont pas comptés. les ORL ne sont pas coopérants avec le chirurgien dentiste si vous envoyez. Le respirateur buccal sur la Moi, je vais peut-être vous orienter sur la réponse. Ils ont peut-être, c'est-à-dire des âges d'intervention ou entre guillemets des classifications d'intervention qui elles sont, je dirais, complémentaires par rapport à la chirurgie dentaire. Donc, en fait, c'est pas qu'ils comprennent pas, hein, ils comprennent très bien qu'il y a un impact sur la cavité buccale. Peut-être qu'ils ne jugent pas à ce moment-là qu'une intervention, par exemple, pour les amygdales ou, par exemple, pour la, n'est pas indiquée. En fait, il y a des classifications, il y a des grades, hein. Chaque enfant, il est pris individuellement, il est scoré, il est gradé. Et à partir de là, on peut, c'est-à-dire, poser des diagnostics. Oui. en collaboration avec le service ODF. C'est là, ça a bougé un petit peu. À 1000 sous, ils prennent plus en considération. Les écoles évoluent de toute façon, donc il faut vulgariser en fait la communication aussi hein, entre les professionnels de la santé, tous professionnels confondus. Hein, je parle de sage-femme, je parle de. En fait, il y a plusieurs maillons qui peuvent aider, que ce soit au diagnostic ou à la prise en charge. Parce qu'un patient qui présente des visitations pour nous, elles sont obstructives, hein, donc on va poser le diagnostic et on va orienter en ORL. Lui aussi va répéter entre guillemets la pose du diagnostic et il va indexer. Il va dire oui, là, elle crée carrément un problème obstructif. C'est un obstacle, il faut le lever. Ou alors, on peut attendre plus ou moins 1 à 2 ans, une amélioration avec traitement et tout. Donc, il y a des protocoles à suivre. Il ne faut pas dire que là, c'est bon, je vais orienter, il va enlever ses amygdales et ça va rentrer dans l'ordre. Même avec ça, il faut suivre l'enfant. Donc, voilà. On va répondre à d'autres questions. C'est comment arrêter la scission du pouce chez un enfant de 4 ans. Donc, en fait, quelles sont les procédures? Voilà. Donc, chez C'est le traitement. Hein. Là, on parle de diagnostic. Notre présentation, elle est orientée diagnostic, mais quand même, on va donner un petit mot voilà, par rapport à la prise en charge. Alors, pour la prise en charge pour les enfants de 4 ans, par rapport à la succion du pouce, déjà, il faut savoir que les enfants qui sucent leur pouce, il faut toujours être accompagné avec une prise en charge psychologique, parce que c'est très difficile pour eux d'arrêter. Il faut comprendre que c'est pour eux une sécurité et c'est toute une psychologie derrière. C'est vrai qu'il faut les motiver, faire quelques démonstrations, leur montrer, parce qu'à cet âge-là, ils comprennent beaucoup de choses. Mais il faut toujours, moi, je les oriente vers une prise en charge psychologique, au moins pour la durée où le sevrage, pour qu'ils arrêtent de mettre le pouce et les motiver à chaque fois. Et on a aussi des dispositifs très simples à mettre, donc des plaques palatines ou bien au niveau buccal, mais sans la prise en charge psychologique, on ne pourra pas avoir de résultat car l'amovible, ils peuvent l'enlever à tout moment. Donc, on ne pourra pas avoir un résultat juste avec un dispositif orthodontique. Donc, avec des surveillances périodiques et une motivation du patient pour arriver et la coopération, bien sûr, des parents. Voilà.
Un petit mot sur le SAOS. Donc, c'est le syndrome d'apnée, oui, du sommeil. Un petit mot sur l'apnée. En fait, l'apnée du sommeil, c'est une entité, hein. C'est une entité pathologique, donc qui a des conséquences et en fait c'est un cercle vicieux donc elle donne des conséquences même bucco-dentaires parce que si ça c'est les gens qui font des apnées en fait ils coupent la respiration pendant leur sommeil et ils sont gradés eux aussi hein, donc généralement c'est associé à une obstruction une altération des voies aériennes supérieures donc tout ce qui est amygdale et tout ce qui est végétation, voilà, nasale, exactement. Donc, le SAIOS, c'est entre deux spécialités, bucco-dentaire et ORL. Donc, il faut travailler en collaboration et pneumo, parce que l'enfant, en fait, la pédiatrie, spécialité pneumo. Donc, là aussi, ils ont un rôle à jouer pour le diagnostic et également pour la prise en charge. Ça dépend de la gravité hein, du SAIOS, bien sûr. Donc, voilà. Nous, généralement, on est là pour lever les obstacles, entre guillemets, bucco-dentaires. Donc, quand il y a, par exemple, une classe 2 avec un SAOS. Voilà. Donc, selon le patient et le diagnostic qu'on va poser au niveau orthodontique. Donc, il peut avoir une classe 2. Donc, dès qu'on corrige la rétromandibulie, on libère le carrefour aéropharyngé, donc il peut respirer. Surtout la nuit, on peut faire des activateurs ou des propulseurs mandibulaires pour libérer le carrefour aéropharyngé dans le cas où le SAOS est associé à une classe 2 squelettique. Généralement, ils sont entremêlés parce que le SAOS donnera des pathologies bucco-dentaires, c'est-à-dire des anomalies orthodontiques carrément, parce qu'en fait, si la respiration elle est bloquée, l'enfant va respirer par la bouche. S'il respire par la bouche, donc ce sera une bouche ouverte, les béances, la porte, la rétrognathie aussi, ou même à une classe 3, j'ai vu voilà. Donc la position de la langue, elle jouera le rôle pour compenser en fait cette respiration défectueuse. Donc ça peut donner, comme on l'a dit, dès que la fonction est touchée, tout ce qui est orthographique va suivre. Donc, et puis le contraire aussi, généralement, on doit rééduquer aussi l'enfant à respirer par son nez. Donc là, après traitement ortho, en parallèle, il faut lever avec l'ORL et suivre le traitement par la suite. Donc il y a plusieurs étapes d'intervention du chirurgien dentiste, c'est en amont et c'est en après et c'est en surveillance. Donc pour ce qui est du SAOS. Et puis on a un petit mot sur les extractions pilotées et les mainteneurs d'espace. Donc voilà, la place, en fait, la question était la place des extractions et mainteneurs d'espace. Alors les extractions pilotées sont de plus en plus abandonnées parce qu'ils sont néfastes pour la denture permanente. Donc pour les mainteneurs, quand on est contraint à extraire une dent de lait, donc pour une raison ou pour une autre, donc on n'a pas d'autre choix. Donc le mainteneur d'espace, c'est une alternative pour maintenir l'espace d'une ou de plusieurs dents. Là, on pourra avoir des mainteneurs d'espace fixes avec une bague et un fil donc, qui va de la dent à une autre pour laisser l'espace de dérive mésiale. Ou bien, on a aussi les prothèses amovibles que le patient peut mettre pour le préjudice esthétique et pour maintenir l'espace. L'efficacité n'est pas très efficace quand c'est amovible. On a dit que les patients peuvent l'enlever à tout moment. Donc, il faut vraiment que le patient soit motivé et les parents aussi derrière. Voilà, on peut dire pour les mainteneurs d'espace. Donc, une autre question, c'est à quel âge couper le frein lingual pour corriger la phonation de la langue. Aussi, pour le frein labial supérieur et la phrénexomie, en fait, quels sont les âges d'intervention ou d'orientation, on parle plus que... Voilà, pour le frein lingual inférieur, dès que possible, surtout que le patient... Voilà, c'est la pédiatrie, donc pour que l'enfant puisse s'alimenter, le bébé plutôt, parce que c'est le nouveau-né, donc pour qu'il s'alimente correctement. Et là aussi, il y a des degrés. Il y a certains qui disent qu'il faut laisser jusqu'à un âge pratiquement de la phonation et d'autres qui disent non. Donc chaque école a sa propre théorie. Donc, ils disent qu'il faut laisser il faut l'enlever dès que possible parce que le patient doit manger ou doit s'alimenter et le frein est un blocage pour la mobilité linguale.
Et Le frein aussi labial. le frein labial supérieur. Alors avec mes collègues, généralement, c'est soit la parodontologie qui disent que jusqu'à l'éruption des canines, parce que le frein labial supérieur crée généralement un diastème interincisif. Donc, quand il est très bas, donc ou fibreux, alors on fait la phrénectomie vers quand on aura les latérales en place et les canines aussi, pour refermer le diastème interincisif et éviter les problèmes parodontaux par la suite. Oui. Et dans la pointe en cœur, mais il ne pose pas de problème. Donc, s'il n'a pas de problème, Il faut voir dans ce cas-là. ni de formation. Voilà. Si j'aurais un conséquent, orienté. Et alors, moi, je le vois, parce que la pointe, elle n'est pas la pointe, elle est Oui. le cœur. La langue, elle ne touche pas le palais. Mais, Il n'y a pas de répercussion. Il n'y a pas de répercussion. La prise en charge, elle est pluridisciplinaire. Donc, le pédiatre, l'ORL, le dentiste, le chirurgien dentiste ou le médecin dentiste. Donc, en général, on oriente, parce que ça dépend de l'âge du patient aussi. Voilà. Quand il est très jeune, comme ça, 5 ans, 6 ans, il faut orienter pour avoir un avis d'un autre spécialiste, au moins pour savoir est-ce qu'on doit surveiller ou bien on doit faire la phrénectomie ou bien on le laisse comme ça jusqu'à un âge où il pourra faire la phrénectomie où ça pose problème. Je vois, il parle bien, même je demande à la médecin si on dit bien, il n'a pas de problème. Du point de vue dentaire aussi, je me dis, je vais l'orienter comme ça, ou je ne l'oriente pas. Il y a aussi l'orthophoniste qui peut nous donner son avis. Oui, on travaille. Donc voilà, c'est une équipe pluridisciplinaire. Non. Non. Oui. À surveiller surtout lors de l'évolution des dents définitives. Après, on pourra trancher. Les dents définitives, donc le bloc incisivo-canin, supérieur et inférieur, pour voir est-ce qu'il y a une répercussion déjà sur l'occlusion, sur la phonation plus tard. Donc, dans ce cas-là, c'est à surveiller. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout d'impact en denture temporaire, il n'y a pas lieu d'intervenir si bien sûr les autres fonctions sont correctes, hein, la mastication est correcte, voilà. Donc il faut vraiment poser le bon diagnostic et dire qu'il n'y a rien déjà. Quand il n'y a rien, on peut attendre. On peut attendre la denture définitive, parce que ça peut changer. Hein. Donc avec la croissance, on a dit, chacun son potentiel, donc il peut développer par la suite des pathologies. On surveille, mais on n'est pas obligé d'intervenir quand vraiment il n'y a rien. Voilà, on temporise, exactement. Il y avait une autre question par rapport à quel âge on oriente pour une proalvéolie, sachant que cette dernière se corrige en fait en denture permanente. Donc, il y a une possibilité que la proalvéolie se corrige d'elle-même en denture permanente. Je dirais que la proalvéolie, selon l'âge du patient, le degré aussi de la proalvéolie, et s'il y a des diastèmes interincisifs, c'est-à-dire c'est une proalvéolie pure, il n'y a pas de propénatie, on peut corriger avec une simple plaque avec arc vestibulaire. Bien sûr, l'enfant, s'il est en classe 1 squelettique. Mais s'il a une autre anomalie associée comme une classe 2 squelettique, on doit traiter non pas la proalvéolie supérieure, mais toute l'entité voilà, dès l'éruption du bloc incisif supérieur. Oui. Voilà. Voilà, ça dépend aussi, il faut voir toute l'occlusion, pas que la proalvéolie. C'est vrai que les problèmes alvéolaires, dentaires, on peut les corriger tout au long de la vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de date limite. Mais là, on s'est axé sur les anomalies orthopédiques parce qu'ils ont quand même une certaine durée d'action. À partir de la puberté, chez les enfants, garçons ou filles, on ne pourra pas corriger de la même façon les anomalies squelettiques, donc la classe 2, la classe 3, la latérodéviation, la latérognathie. Donc, c'est pour ça qu'on se focalise sur le dépistage précoce de ces anomalies-là.
Mais quand on a une proalvéolie, on peut la corriger à n'importe quel âge. Là, il faut l'orienter. Alors, la supracclusion, pour votre question tout à l'heure, la supracclusion, il y a plusieurs origines. Il peut avoir une origine musculaire, donc c'est facial, ou bien c'est des extractions précoces des dents de lait, généralement, ou des caries qui ont détruit toute la partie coronaire des dents de lait. Voilà, donc il faut restaurer. Oui. C'est pas vraiment installé dedans. C'est ça que je cherche aussi orienté à 5 ans, à 40 ans, qu'est-ce que je dois faire? C'est ça, là, c'est pas, j'ai des lacunes. Je ne cache pas, les classes 2, classes 3, j'arrive à m'orienter. Mais là, c'est pas, ouais, c'est vrai. La supra, quand il y a des lésions parodontales, il faut orienter. Il ne faut pas attendre. Mais on les surveille jusqu'à l'éruption des dents en denture mixte. Parce qu'en général, on a l'ouverture du bite. Donc, la supracclusion, elle est corrigée en quelque sorte petit à petit. Donc, on la laisse évoluer, c'est-à-dire l'évolution des dents, pour avoir exactement si c'est une supra vraie, ou bien là, quand on a fait la présentation, c'était en denture mixte. Donc, les supra vraies, avec des lésions parodontales, il faut les orienter. Voilà. Une autre question, en fait, plus de détails sur la défaillance musculaire diagnostique et comment traiter. Voilà, la défaillance musculaire. Bon, pour cette question, la défaillance musculaire, on a deux types, soit des hypotoniques et des hypertoniques. Alors, l'hypotonie, elle va nous donner des béances antérieures, comme on a vu. Donc, on pourra faire la rééducation musculaire. Dans la littérature, ils ont mentionné la rééducation musculaire. C'est des exercices que le patient doit faire plusieurs fois par jour devant un miroir pour rééduquer la musculature, mais c'est-à-dire que leur efficacité, c'est selon les auteurs, chaque école décrit une certaine efficacité des exercices c'est-à-dire qu'ils ont instauré aux patients. Et l'hypertonique, elle est génétique. Donc, pour avoir un résultat pour l'hypertonie, on n'a pas vraiment de résultat, même les traitements sont récidivants. On essaie de faire le lip bumper pour éloigner les lèvres des incisives antérieures, mais on ne peut pas agir sur la génétique, donc l'hypertonie sera persistante. Donc, c'est la contention après le traitement qui va nous garantir la stabilité du traitement à long cours. Une autre question par rapport au pilotage et le traitement des DDM. Est-ce que le pilotage est toujours d'actualité, les extractions pilotées, je pense, pour le traitement de la DDM? Enfin, la prise en charge peut-être. Voilà, donc le traitement de la DDM, vu l'évolution des dispositifs orthodontiques, donc le traitement de la DDM, généralement, actuellement, tout le monde est d'accord que la DDM, on peut la traiter à un âge, on a le temps de la traiter, donc même à un âge adulte. Pour le traitement avec les extractions pilotées, ils sont proscrits parce qu'ils sont faits à tort et à travers. Parfois, on perd la bourse canine avec l'extraction des canines temporaires. Donc, de préférence, laisser l'évolution de toutes les dents permanentes et la traiter à la fin. Ça garantira même la stabilité du traitement. Et les traitements actuels vont vers des traitements non extractionnistes. Donc, il y a des moyens actuellement pour ne pas extraire des dents permanentes. Donc, c'est chaque cas a son traitement fixe multi-attache, bien sûr, avec l'âge en denture adulte. Un autre mot sur les éruptions dentaires, en fait, la physiopotomie. Je pense à 18 mois, un enfant n'a aucune dent sur les deux arcades radio, peut-on demander? Est-ce qu'on peut... oui, l'indication de la radiographie, en fait, pour le diagnostic des génitions à retard éruptionnaire. Oui, pour les retards d'éruption, on peut... En fait, on va voir aussi est-ce que l'évolution de l'enfant sur le plan, c'est-à-dire avec les confrères pédiatres, la croissance, pour voir est-ce qu'il a une croissance harmonieuse ou simplement c'est un retard dentaire isolé.
Donc, en général, il va faire toutes les investigations qu'il faut et voir est-ce que il va entamer un traitement ou il a un retard de croissance quelconque. Si c'est isolé au niveau dentaire, là, il faut voir aussi la génétique et demander des examens complémentaires pour voir s'il y a les germes des dents temporaires. Est-ce qu'à 18 mois, on peut faire une panoramique? Je dirais que ça dépendra de l'enfant. Voilà, si à 18 mois, il a déjà un retard, hein, parce qu'à la première dent, généralement, c'est vers 6 mois, au moins une incisive ou le bloc supérieur et inférieur. Voilà. Donc là, elle parle d'agénésie carrément. Il n'y a aucune dent sur l'arcade. Ça peut être syndromique, donc il faut vraiment explorer. Voilà. Donc il faut aller vers l'exploration. Les extracellules. Je pense qu'on n'a plus de questions sur les traitements d'une macroglossite ou glossie. Bon, je vais voir le traitement. Voilà. Traitement d'une macroglossie. Attends, ça date, hein, on ne traite pas la macroglossie. La macroglossie, on peut rééduquer la langue. Oui. Il y a des traitements, mais qui sont très anciens, de glossectomie, donc ils enlèvent une partie de la langue, mais généralement chirurgicale. Oui, Oui. maxillofaciale, mais elles sont abandonnées actuellement. La langue, c'est vraiment ces 17 muscles, plusieurs organes nerveux, et c'est très complexe. Donc, généralement, on s'adapte, on va dire, à ces cas-là, plus que on évite peut-être que l'aggravation. C'est-à-dire, si on le prend très, très, très jeune, avec la rééducation fonctionnelle musculaire, respiratoire, on peut avoir la place. Ça nous paraît une macro, mais peut-être que c'est par rapport à l'âge, c'est par rapport à une défaillance autre que... C'est syndromique. Exactement. Macroglossie, sauf si ça donne des anomalies de respiration, d'étouffement. C'est ça. Ça, c'est des cas très rares et ça ne relève pas de notre spécialité. Donc, en fait, là, on reste sur le diagnostic. La prise en charge, on ne l'a pas du tout entamé. Hein. Ce sera dans le deuxième volet des formations. Donc, c'est en plus, c'est la prise en charge. Hein. Oui, avec des moyens de bord aussi, hein, il faut préciser. Oui, en Parce fait, que, oui. Vous parlez d'extraction pilotée, c'est conscrit, tout ça. Excusez-moi. C'est-à-dire avec les moyens de bord, où on peut éviter et la prise en charge. C'est ce que j'attendais. Oui. Inch'Allah, oui, c'est prévu hein, pour la prise en charge, que ce soit en OCE, donc ce qu'on avait fait hier par rapport on a orienté au diagnostic, je dirais pourquoi. Parce que plus on prend la pathologie jeune, on a plus de choix de traitement. Donc, on a plus de chances de réussir aussi le traitement. Donc, en fait, généralement, on a tendance à dire, bon, ils ne sont pas pris en charge, alors on retarde ou on n'oriente pas, ou alors on va voir plus tard si ça rentre dans l'ordre, peut-être. On espère, entre guillemets, c'est une espérance. Mais le volet prise en charge, il est tout aussi important. Et on va l'entamer, Inch'Allah, par rapport aux prochaines... oui, c'est tout un programme de santé scolaire, hein, ça va englober aussi... La première partie est dans le dentaire et dans le médical, c'est la partie dépistage. Et puis, il y aura une deuxième série de formations pour ce qui est de la prise en charge. Donc, s'il n'y a plus de questions, on peut clôturer. Dans la salle, il n'y en a plus. Dans le chat, à quel âge on vient donc, on n'a plus de questions sur le chat non plus. Je donne la parole à... Merci, Dr. Nefacher, pour cette présentation et votre disponibilité. Oui. Donc, vas-y, je te donne. Alors, on vous remercions d'abord pour vos questions, pour votre intérêt. Et on remercie bien sûr Dr. Nefacher qui a été si gentil et bien impliqué dans le domaine, dans ce sujet. Et je remercie aussi l'assistance à travers la visioconférence. J'espère que vous avez bien assimilé, c'est-à-dire bien reçu les informations. Et j'espère qu'on pourra se revoir, Inch'Allah, très bientôt pour d'autres séances, Inch'Allah. Merci encore. Merci à vous aussi. Les ordres d'émission. Les ordres d'émission depuis du bon, vous attendez. Ah, très bien, ouais.
C'est bon. Donc, tout le monde pose la question par rapport à la prise en charge. En fait, on vous donner l'information de prise en charge. Exactement. Et on va commencer par C'est pour ça que tu as une bonne relation. La première partie est consacrée au défissage. D'accord. Maintenant, il y aura une volée acquisition. C'est tout ce que je veux dire. Ça sent les colères de la famille. Oui. En fait, j'aurais dû être avec vous, mais j'avais pas l'information. Carrément, mais ça s'en fait scolaire. Dans tous les secteurs, je pense. C'est intéressant, faites-nous la suite. Pour la prise en charge. Diviser les côtés? Non, non. En spécialité d'ODF. Non, l'ODF, c'est plus important. Moi, je trouve je trouve que par exemple, et ils sont pas ça qui sont un peu les ils ont des problèmes. Il y a des autres, par exemple, ah non, le problème de la santé scolaire, c'est le but des enfants.
On est en train de réglementer la vie qui fait quoi. Parce que le problème, c'est que bon, c'est qu'un circulaire de santé circulaire qui fait quoi. Donc, c'est pour ça qu'on est en train de réglementer, on est en train d'élaborer un décret de la santé scolaire de l'application de la loi 95, l'article 95. Mais ce qui est important aussi, il manque un peu de qualité. Je vais être généralement dans les établissements scolaires, l'éducation est en jaune. Là, moi, je veux le dire, à titre moi personnellement, que ce soit le budget, que ça soit comme ça, l'uniforme, c'est l'amitié. Les collectivités locales aussi. La loi, elle est claire. La loi, la loi 18, elle est claire parce que c'est le ministère de la Santé et le personnel, et le programme, l'expertise, les moyens, et l'éducation et la carrière. Et le problème se pose pour que les moyens, c'est la table, c'est la chaise. Non, on est en train de... Non, la loi, même le programme national, Ça dépend des secteurs, personnellement, moi, c'est financement et c'est le financement de la santé. On est en train d'élaborer. Non, des moyens. Non, ça fait c'est pour les personnes qui viennent, mais nous faisons pas santé. Une sensibilisation avec les arts et les arts. Mais nous sommes en train de revoir. Rembourser les parents de conséquences. Le temps, on est en même temps, on est en train de travailler sur la dimension. Et revoir les programmes de avec les normes, avec ça. Merci. Docteur allez, la prochaine. Venezuela.
C'est l'économie.